La grande salle de réunion du Conseil galactique s'étendait sur 50 étages. Son mur de cristal scintillait de la lumière d'un millier d'étoiles. Des êtres venus de toute la galaxie occupaient chaque siège. Certains flottaient, d'autres avaient des tentacules, d'autres ressemblaient à des arbres ambulants ou à des nuages de lumière. Au centre de l'ensemble, une table ronde de cristal pur détenait le destin de l'humanité. L'ambassadeur Frank Morrison restait assis, immobile. Son costume bleu paraissait simple à côté des robes flottantes et des armures scintillantes des autres espèces. Ses cheveux bruns, désormais teintés de gris, étaient soigneusement coiffés. Ses mains reposaient à plat sur la table, immobiles malgré les battements de son cœur. À ses côtés, Lisa Ben Bennett triait des papiers avec précaution. Son travail d'assistante consistait à consigner chaque mot, chaque promesse, chaque mensonge prononcé dans cette pièce. Elle faisait cela depuis 5 ans maintenant. Aujourd'hui, c'était différent, incorrect. De l'autre côté de la table, Vextar, de l'Empire zéphyrien, se tenait debout sur 6 pattes d'insectes. Son corps était recouvert d'une armure verte qui ressemblait à des coquillages. Sa tête était dotée de nombreux yeux qui pouvaient voir dans toutes les directions. Lorsqu'il parla, ses pièces buccales claquèrent et bourdonnèrent. Un traducteur transforma ces sons en mots compréhensibles par tous. La requête humaine est refusée, dit Vextar. Ses nombreux yeux fixèrent Frank sans ciller. C'est la 7e fois que tu demandes l'égalité de statut. La réponse reste négative. Frank prit une profonde inspiration. Il s'était entraîné pour des moments comme celui-ci. Rester calme, ne pas montrer de colère, se rappeler que les humains étaient nouveaux ici, tandis que certaines de ces espèces parcouraient les étoiles depuis des millénaires. Ambassadeur Vextar, commença Frank d'une voix assurée, l'humanité fait partie du Conseil galactique depuis 40 ans. Nous avons respecté toutes les règles. Nous avons partagé nos ressources. Nous avons aidé d'autres espèces lorsqu'on nous le demandait. Nous avons aidé d'autres espèces lorsqu'on nous le demandait. Pourquoi nous voyez-vous encore comme des enfants? Les ailes de Vextar bourdonnaient. C'était leur façon de rire de quelqu'un. Parce que vous êtes des enfants. Votre espèce a découvert le voyage spatial il y a seulement 200 ans. Mon peuple règne sur les systèmes stellaires depuis 10 000 ans. Vous vous battez encore entre vous sur votre planète natale. Vous fabriquez des armes capables de détruire des mondes. Vous êtes de dangereux bambins jouant avec le feu. La main de Lisa se crispa sur son stylo. Frank lui toucha doucement le bras. Un avertissement de silence. Autour de la table grise, d'autres espèces observaient. Certains acquiescèrent à l'instar des Vextar. D'autres détournèrent de leur regard, mal à l'aise mais peu disposés à défendre l'humanité. Nous avons changé, dit Frank. Nous avons appris de nos erreurs. Les guerres dont vous parlez ont pris fin avant que nous rejoignions la galaxie. Nous avons choisi la paix. Vous avez choisi de vous cacher, s'exclama Vextar. Vous nous montrez de vieux vaisseaux et des armes obsolètes. Vous prétendez être inoffensifs. Mais nous savons de quoi les humains sont capables. Nous avons étudié votre histoire. Armes nucléaires, guerre biologique. Vous avez empoisonné votre propre air et votre eau. Que feriez-vous aux espèces que vous considérez comme ennemies? Frank se leva lentement. Du haut de ses 1,80, il était encore bien plus petit que Vextar. Mais quelque chose dans sa posture fit reculer plusieurs extraterrestres. « Nous ne sommes pas vos ennemis », a déclaré Frank. « Nous ne l'avons jamais été. Tout ce que nous demandons, c'est d'être traités sur un pied d'égalité, d'avoir notre mot à dire dans les décisions qui nous concernent, de commercer librement, d'explorer les étoiles sans avoir besoin de permission, comme des enfants qui demandent à sortir de chez eux. Et si nous refusons, les ailes de goudron Vex se déploient, signe de menace. Que vas-tu faire, petit humain? Piquer une de tes fameuses colères? Devrions-nous craindre tes armes primitives et tes minuscules vaisseaux? La pièce devint très silencieuse. Même les éthérés flottants cessèrent leur bourdonnement incessant.
Frank regarda Lisa. Elle hocha légèrement la tête. Ils s'étaient préparés à ce moment, espérant qu'il n'arriverait jamais. Frank toucha son oreille une fois. Un minuscule appareil dissimulé là envoya un signal à travers la galaxie jusqu'à l'amiral John Harper. Un contact. 3 secondes. Le message était simple. Les solutions diplomatiques ont échoué. Non, dit Frank à voix basse. Nous allons ranger nos propositions. Nous quitterons cette salle et cesserons de réclamer ce qui devrait être donné gratuitement. Il commença à rassembler ses papiers. Lisa l'aida, ses gestes rapides et efficaces. Autour d'eux, des extraterrestres chuchotaient en une centaine de langues. Certains semblaient ravis, d'autres inquiets. Alors que Frank atteignait la porte, Vextar cria. « Rentrez chez vous, petits humains. Cachez-vous sur votre unique planète. La galaxie n'a pas sa place pour les enfants violents. » Frank s'arrêta devant la porte, mais ne se retourna pas. Lorsqu'il parla, sa voix résonna dans toute la vaste pièce. On verra bien. Sous la surface de la Lune, la base lunaire s'étendait sur des kilomètres. Le public la connaissait comme une station de recherche. La vérité était tout autre. La générale Amy Rodriguez parcourait des couloirs d'acier qui bourdonnaient d'une puissance cachée. Ses bottes claquaient sur le sol métallique poli pour refléter l'éclat. Elle commandait cette base secrète depuis 10 ans, attendant un jour qu'elle espérait ne jamais voir venir. Ce jour était aujourd'hui. Le signal de l'ambassadeur Morrison était arrivé 3 minutes plus tôt. Un contact, 3 secondes. Le message était clair. La paix avait échoué. Amy entra dans le centre de commandement. Des dizaines d'écrans couvraient à faire les murs. Des officiers en uniforme noir travaillaient à des postes disposés en rangée parfaite. Ils se levèrent tous lorsqu'elle entra. « Comme vous l'étiez, » dit Amy. Sa voix était calme, mais chacun ressentait le poids du moment. Paul Martinez, son officier tactique, s'approcha avec une tablette. « Général, tous les chefs de service sont rassemblés dans la salle de briefing. Le protocole Prometheus est prêt à recevoir votre autorisation. » Amy hocha la tête. Elle avait formé ces personnes elle-même. Chacun avait été sélectionné parmi les meilleurs de l'humanité. Non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa capacité à garder des secrets susceptibles de changer la galaxie. La salle de briefing comptait 20 chaises autour d'une table ovale. Tous les sièges étaient occupés. Amy reconnaissait chaque visage. Susan Park des renseignements, le capitaine Coleman de la flotte Fantôme, le Dr. Chen de la division de recherche sur les armes. D'autres qui s'étaient fait préparer pendant des années à ce moment. Amy se tenait au bout de la table. Sur le mur derrière elle, un écran montrait la Terre flottant dans l'espace. Magnifique, paisible, vulnérable. « Mesdames et messieurs, » commença Amy, « il y a 40 ans, l'humanité est entrée dans la communauté galactique pleine d'espoir. Nous leur avons montré notre art, notre musique, nos rêves d'explorer les étoiles ensemble. Nous avons demandé l'amitié. Nous avons demandé l'égalité. Nous avons demandé le respect. » Elle marqua une pause, observant chaque visage autour de la table. Aujourd'hui, cette demande a été rejetée une fois de plus. Susan Park se pencha en avant. Les Zéphiriens. À la tête de l'opposition. Comme toujours, confirma Amy, ils nous voient comme des enfants violents qu'il faut contrôler. Ils se moquent de notre technologie. Ils se moquent de nos vaisseaux. Ils nous trouvent faibles parce que nous privilégions la diplomatie à la force. Paul Martin sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Ils n'ont aucune idée de ce que nous avons construit ici. Non, acquiesça Andy. Ils n'en ont aucune idée. Pendant 40 ans, nous leur avons montré ce qu'ils s'attendaient à voir. De vieux vaisseaux, des armes obsolètes, des colonies dispersées parvenant à peine à survivre. Pendant ce temps, nous étions occupés. Elle toucha la table. L'écran derrière elle changea. Là où se trouvait la Terre, une carte de la galaxie apparut. Des centaines de points rouges marquaient des points dans l'espace humain et au-delà.
Chaque marque rouge est une installation cachée. Chantier, naval, plateforme d'armes, station de recherche, dépôt de ravitaillement. Nous avons passé 4 décennies à nous préparer au jour où les mots ne suffiraient sans plus. Le capitaine Jack Coleman a pris la parole. Ma flotte fantôme mène des exercices silencieux depuis 10 ans. 12 dreadnoughts, 40 croiseurs, 200 navires d'attaque. Tout cela utilise une technologie que la galaxie ignore. Le docteur Kevin Chen ajouta « Les armes quantiques sont testées et prêtes. Les mines à singularité sont en position le long des hypervoies clés. Notre division de cyberguerre dispose de portes dérobées dans chaque grand réseau galactique. » Amy ressentit le poids de ce qui allait suivre. C'étaient des gens bien. Ils avaient des familles. Ils avaient passé leur vie à espérer que ces préparatifs ne seraient jamais utilisés. Le dispositif Cerberus entre en action dans 1 heure, annonça Amy. Tous les vaisseaux marchands retourneront dans l'espace protégé. Toutes les défenses des colonies seront activées. Tout le personnel diplomatique évacuera les mondes extraterrestres. Elle jeta un dernier regard autour d'elle. Pendant 40 ans, nous avons été gentils. Nous avons fait preuve de retenue. Nous avons tendu l'autre joue quand on nous insultait. Nous avons souri quand on nous moquait. Nous nous sommes inclinés quand on nous bousculait. Cela prend fin aujourd'hui. Susan Park leva la main. Quelles sont nos règles d'engagement? L'expression d'Amy se durcit. Montrez-leur pourquoi les humains étaient des prédateurs sur Terre. Montrez-leur pourquoi nous avions besoin de lois strictes pour contrôler nos armes. Montrez-leur pourquoi nous avons choisi la paix non par faiblesse, mais par sagesse. La salle resta silencieuse un instant. Mais rappelez-vous, poursuivit Annie, nous ne sommes pas des monstres. Nous ciblons uniquement les ressources militaires. Nous protégeons les vies civiles. Nous proposons des conditions de reddition. Nous leur montrons que la guerre humaine est un art, précis et calculé, loin du chaos brutal auquel ils s'attendent. Autour de la table, les têtes hochèrent la tête. Ces gens comprenaient. Ils avaient étudié tous les conflits de l'histoire humaine. Ils savaient de quoi leur espèce était capable lorsqu'elle s'était poussée trop loin. Amy se redressa. En 1 heure, la galaxie apprend une leçon. Ne confondez jamais gentillesse et faiblesse. Ne confondez jamais retenue et incapacité. Ne jamais coincer une espèce qui a survécu à sa propre nature. Elle donna un dernier ordre. Envoyez le message. Mettez en œuvre le plan d'urgence Cerberus. Montrez-leur qui nous sommes vraiment. Le capitaine Jack Coleman se tenait sur le pont du UNS Retribution. Qui nous sommes vraiment. Le capitaine Jack Coleman se tenait sur le pont du UNS Retribution. Le vaisseau flottait dans le vide, invisible à tous les scanners de la galaxie. Autour de lui, son équipage travaillait dans un silence absolu. Il s'était entraîné pour ce moment depuis des années. Le Retribution ne ressemblait pas au vieux cargo que l'humanité montrait aux visiteurs extraterrestres. C'était un véritable vaisseau de guerre, construit en secret avec une technologie à faire pleurer les scientifiques galactiques. Sa coque déviait la lumière autour d'elle. Ses armes utilisaient des lois physiques que l'humanité avait découvertes mais jamais partagées. « Capitaine », dit Maria Sanchez depuis son poste tactique. « Flotte de patrouille séphirienne détectée. 12 vaisseaux, formation standard, distance, 3 minutes lumière. » Jack étudia l'écran. Les vaisseaux ennemis ressemblaient à des guêpes géantes faites de métal et de cristal. Chacun était plus grand que tous les vaisseaux humains que la galaxie avait vus. Les Zéphiriens les ont construits pour effrayer les autres espèces. Ils ont bien fonctionné à cet effet. « Statut du protocole fantôme », demanda Jack. « Furtivité totale active, monsieur. Ils ne peuvent pas nous voir. Nous ne sommes que du vide pour leurs capteurs. » Jack hocha la tête. Ce serait la première véritable bataille spatiale de l'humanité. Pas un exercice, pas une simulation, de vraies armes, de vraies conséquences. Il sentait la responsabilité peser sur ses épaules. « Commandant Young, quel est leur cap ?»
L'officier de navigation vérifia ses écrans. Il se dirige vers la colonie Proxima, monsieur. Une opération d'intimidation classique. Ils font cela tous les mois pour rappeler aux humains qui commandent. Jack observait ces patrouilles depuis des années. Les Zéphiriens volaient près des colonies humaines. Ils scrutaient les défenses. Ils se moqueraient sans de la terre du vieux patrouilleur stationné là. Puis ils partiraient, riant de la faiblesse humaine. Pas aujourd'hui. Maria. Verrouillage de cible sur les 12 vaisseaux. Utilise des torpilles quantiques. Je veux un impact simultané. Ses doigts dansaient sur ses commandes. Cible acquise. Solution calculée. Arme prête. Jack prit une profonde inspiration. Dès qu'il donna cet ordre, tout changea. L'humanité sortirait de l'ombre. Le masque paisible tomberait. Les torpilles Fire 12 furent lancées dans un silence parfait. Elles étaient petites, pas plus grosses qu'un ballon de basket. Chacune contenait une ogive capable de déformer l'espace. Les boucliers Zéphirion étaient conçus pour les tirs laser et les éclairs de plasma. Ils n'avaient aucune défense contre des armes qui ignoraient les lois de la physique. L'équipage de la passerelle observait ces écrans. Les torpilles traversaient l'espace replié, apparaissant à l'intérieur des boucliers ennemis. 12 éclairs illuminaient l'obscurité. Lorsque la lumière s'éteignit, seuls des braises subsistaient. Toutes les cibles détruites, rapporta Maria d'une voix ferme et professionnelle. Mais Jack vit ses mains trembler légèrement. Le premier sang n'était jamais facile. « Il est temps de le détecter », demanda Jack. L'explosion d'énergie était contenue. Aucun signal de détresse n'a été envoyé. L'Empire zéphirien ne remarquera leur disparition que 3 jours plus tard. Jack activa le système de communication du vaisseau. À bord, ici le capitaine. Nous venons de tirer les premiers coups de feu de l'humanité dans cette guerre. Vous avez été parfaits. Mais rappelez-vous, nous ne sommes pas des meurtriers. Nous sommes des enseignants. Nous donnons à la galaxie une leçon qu'ils nous ont forcés à enseigner. Il a basculé sur un canal sécurisé connecté à tous les vaisseaux fantômes humains. Tous les vaisseaux. C'est la vengeance. L'opération Frappe Fantôme est en cours. Exécutez les objectifs qui vous sont assignés. Souvenez-vous des règles. Cible militaire uniquement. Aucune victime civile. S'ils se rendent, acceptez-le. Nous ne sommes pas des barbares. Nous sommes des professionnels. Dans l'espace humain et au-delà, des vaisseaux de guerre cachés ont activé des armes. Des agents de renseignement ont activé des virus informatiques élaborés depuis des années. Des équipes de forces spéciales se préparaient à attaquer les dépôts de ravitaillement et les relais de communication. La galaxie allait découvrir ce que les humains faisaient depuis 40 ans en prétendant être inoffensifs. De retour sur la base lunaire, le général Rodriguez observait les écrans tactiques. Les voyants verts annonçaient des frappes réussies sur toute la ligne. Dans 3 jours, l'Empire zéphirien se réveillerait et découvrirait sa fière flotte réduite de moitié. Leurs lignes de ravitaillement seraient coupées, leurs communications seraient interrompues, et ils ne sauraient pas comment c'est arrivé. Paul Martinez se tenait à ses côtés. Ça a commencé. Plus de retours en arrière possible. Amy hocha la tête. Ils voulaient voir la guerre humaine. Ils nous trouvaient trop jeunes, trop primitifs. Ils sont sur le point d'apprendre que nous n'avons pas survécu sur Terre en étant gentils. Nous avons survécu grâce à notre intelligence, notre patience, notre terrifiante capacité à l'être quand il le fallait. À l'écran, d'autres lumières vertes apparurent. La flotte fantôme était en chasse. La proie ignorait totalement qu'elle était traquée. « Que Dieu nous vienne en aide !» murmura Amy. Mais elle n'interrompit pas l'opération. Le temps des prières était révolu. Le temps de l'action était venu. Dans l'espace, le châtiment se dirigeait vers sa prochaine cible. Silencieux, invisible, mortel. Le nouveau prédateur de la galaxie avait montré les dents.
La salle du Conseil galactique vibrait d'une énergie nerveuse. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de l'ambassadeur Morrison. 3 jours depuis la disparition de la flotte de patrouille Zephyrion sans laisser de traces. Désormais, chaque espèce voulait des réponses. Tyrann, porte-parole de la race éthérée, flottait au-dessus de la plateforme de cristal. Son corps ressemblait à une lumière stellaire, changeant et brillant constamment. Les éthérés étaient la plus ancienne race de la galaxie. Lorsqu'ils convoquèrent des réunions d'urgence, tout le monde s'y rendit. À l'ordre, la voix de Tyron résonna comme un carillon éolien. Nous nous réunissons pour évoquer la disparition de 12 vaisseaux de guerre zéphyriens. L'ambassadeur Vextar affirme une implication humaine. Vextar se tenait à l'endroit qui lui était assigné, son armure verte reflétant les lumières de la chambre. Mais quelque chose était différent. Sa fière allure habituelle semblait plus petite. Ses nombreux yeux parcoururent la pièce. Les humains devaient répondre de cette attaque. Vextar cliqua. Nos vaisseaux disparurent dans l'espace humain. Pas de débris, pas d'appel de détresse. C'est clairement leur faute. Des murmures emplirent dans la chambre. Les guerriers Kranati grognèrent dans leur section. Le collectif du prisme cristallin bourdonnait d'inquiétude. Tous se tournèrent vers le siège humain vide. Puis l'écran principal s'activa. Le visage de l'ambassadeur Morrison apparut, mais il avait l'air différent. Son sourire diplomatique avait disparu. Son regard exprimait quelque chose qui fit reculer plusieurs espèces de l'écran. « Chers collègues, commença Morrison, je m'adresse à vous depuis la Terre pour répondre à vos questions. Oui, la flotte zéphyrienne a disparu. Ils ont pénétré notre espace sans y être invités, comme ils le font depuis des années. Cette fois, ils ne sont pas repartis. » Des gastes résonnèrent dans la chambre. Personne ne s'attendait à ce que les humains reconnaissent leurs responsabilités aussi ouvertement. Pendant 40 ans, poursuivit Morrison, l'humanité a imploré le respect. Nous vous avons montré notre art, notre musique, nos rêves. Vous avez ri. Vous nous avez traités d'enfants. Vous avez envoyé des navires de guerre pour intimider nos colonies. Derrière Morrison, l'affichage a changé. Des images sont apparues comme aucun extraterrestre n'en avait jamais vues auparavant. Des villes humaines détruites par le feu atomique. Fosses communes. Victimes d'armes chimiques. Guerre si terrible que la Terre elle-même avait interdit les armes utilisées. Voici notre véritable histoire, a déclaré Morrison. Nous avons appris le prix d'une agression incontrôlée. Nous avons choisi la paix non pas par faiblesse, mais parce que nous savons de quoi nous sommes capables. Vous nous avez forcés à nous souvenir. La chambre devint complètement silencieuse. Même le cliquetis de Vextar cessa. D'autres images apparurent. Des chantiers navals secrets construisant des vaisseaux défiant l'entendement galactique. Des armes déformant la réalité. Des soldats s'entraînant dans des conditions qui auraient tué la plupart des espèces. Pendant que vous vous moquiez de nos vieux vaisseaux, nous en construisions de nouveaux. Pendant que vous vous moquiez de nos vieux vaisseaux, nous en construisions de nouveaux. Pendant que vous riez de nos propositions, nous étudions vos faiblesses. Pendant que vous nous traitiez d'enfants, nous nous préparions au jour où vous iriez trop loin. L'éclat de Tyron vacillait d'inquiétude. Ambassadeur Morrison, menacez-vous le Conseil galactique? Non, répondit Morrison, nous vous éduquons. La flotte zéphyrienne n'a pas été détruite au combat. Il n'y a pas eu de bataille. Nos vaisseaux sont apparus, ont tiré et ont disparu avant que vos capteurs ne puissent les détecter. Vos boucliers, conçus pour le plasma et les lasers, n'étaient d'aucune utilité face aux armes quantiques. L'affichage changea à nouveau. Une carte de la galaxie apparut avec des milliers de points rouges. Chaque marque rouge était une ressource humaine dont vous ignoriez l'existence. Flotte fantôme, base secrète. Des mines quantiques ont déjà été placées dans vos hypervoies. Nous avons passé 40 ans à nous préparer en faisant semblant d'être inoffensifs.
Vexstar a enfin trouvé sa voie. Ceci est une déclaration de guerre. Non, la voix de Morrison s'est refroidie. La guerre implique que les deux camps puissent se battre. Ce qui s'en vient est une leçon. Vous apprendrez pourquoi les humains adhèrent à la paix. Vous comprendrez pourquoi nous craignons notre propre nature. Vous découvrirez pourquoi la Terre avait besoin de lois interdisant les armes susceptibles de briser les planètes. L'ambassadeur humain se pencha en avant, son visage remplissant l'écran. Vous découvrirez pourquoi la Terre avait besoin de lois interdisant les armes susceptibles de briser les planètes. L'ambassadeur humain se pencha en avant, son visage remplissant l'écran. Mais nous ne sommes pas des monstres, seulement des cibles militaires. Tout vaisseau qui se rend sera épargné. Toute espèce qui aspire à la paix l'obtiendra. Nous ne voulons pas de vos mondes. Nous ne voulons pas de vos ressources. Nous voulons le respect. Il marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer son esprit. Vous nous avez traités d'enfants violents. Vous aviez à moitié raison. Nous étions violents. Mais nous avons grandi. Nous avons appris le contrôle. Nous avons choisi la retenue. Vous nous avez forcés à vous montrer pourquoi ce choix est important. L'écran s'éteignit. La salle explosa de voix. Peur, colère, incrédulité se mêlaient dans une douzaine de langues. Firon rétablit l'ordre avec difficulté. Les humains ont révélé leur véritable nature. Que faire maintenant? Pour la première fois dans l'histoire galactique, personne n'avait de réponse. Les enfants dont ils s'étaient moqués venaient de se révéler être des géants endormis, et l'humanité l'avait clairement fait comprendre. Les géants étaient désormais éveillés. Les 6 mois suivants changèrent la galaxie à jamais. L'incrédulité initiale se transforma en peur, puis en terreur, tandis que l'humanité démontrait de quoi elle était capable lorsqu'elle était poussée trop loin. La commandante Lisa Bennett se tenait dans la salle de guerre du Thunderstrike de l'UNS, étudiant les écrans tactiques. Elle n'était plus l'assistante d'un diplomate. Quand les masques tombèrent, l'humanité eut besoin de tous les officiers entraînés. Ces 5 années d'observation des extraterrestres lui avaient appris des choses qui sauvaient désormais des vies humaines. « Madame », rapporta le lieutenant Danny Park, « convoi de ravitaillement zéphyrien détecté, 40 cargos, escorte minimale. » Lisa étudia l'écran. Dans les guerres d'autrefois, les armées détruisaient les navires de ravitaillement. Les humains avaient appris de meilleures méthodes. Déployer les nanodisrupteurs, ne cibler que leurs moteurs. Je veux que ces vaisseaux soient morts dans l'espace, mais intacts. Compris, madame. L'attaque a duré 13 secondes. 40 cargos zéphyriens ont soudainement cessé de bouger. Leurs moteurs étaient morts, rongés de l'intérieur par des machines trop petites pour être vues. Leurs équipages étaient vivants mais impuissants, flottant dans l'espace avec des mois de nourriture qui n'atteindraient jamais leur destination. Partout dans la galaxie, des scènes similaires se déroulèrent. Des flottes humaines surgirent de nulle part, frappèrent avec une précision chirurgicale, puis disparurent. Elles ne conquirent pas de territoire. Elles ne détruisirent pas de villes. Elles rendirent simplement la guerre impossible à leurs ennemis. Sur la planète natale des Zéphyriens, la confusion se transforma en panique. Les lignes de ravitaillement furent coupées, les communications furent coupées, les bases militaires découvrirent leurs armes mystérieusement endommagées. Leur fière flotte, composée de milliers d'hommes, avait été réduite à quelques centaines, sans qu'ils comprennent comment. Le gouverneur Rex Mar des mondes frontaliers envoya un message à son empereur. Ils ne se battent pas comme les autres espèces que nous connaissons. Quand nous rassemblons nos flottes, ils disparaissent. Quand nous nous déployons pour les chasser, ils nous démembrent. Nos boucliers sont inefficaces. Nos armes ne peuvent les cibler. C'est comme combattre des fantômes avec des marteaux à gravité. Mais la technologie n'était pas la seule arme humaine. Dr. Kevin Chen était assis dans son bureau sur la base lunaire, regardant des dizaines d'écrans. Chacun diffusait des informations extraterrestres différentes. La phase 3 de la guerre psychologique fonctionne parfaitement.
a-t-il déclaré au général Rodriguez. Les Zéphiriens commencent à remettre en question leur leadership. Les autres espèces agressives hésitent à s'affronter. Amy hocha la tête. Parce que nous ne nous comportons pas en conquérants. Nous agissons comme des professeurs dispensant une leçon douloureuse. À l'écran, un présentateur de journal télévisé de Kranati s'adressait à son auditoire de guerriers. Les humains ramènent les navires endommagés dans des ports neutres. Ils diffusent des fréquences d'aide médicale aux navires endommagés. Ils acceptent les redditions immédiatement. Ce n'est pas le comportement de primitifs sanguinaires. Kevin sourit d'un air sombre. Nous brisons leur récit. Ils se disaient que nous étions des enfants violents qui avaient besoin d'être contrôlés. Mais les enfants violents ne font preuve d'aucune pitié. Ils n'adoptent pas de réaction mesurée. Ils ne viennent pas en aide aux ennemis blessés. Et cela les terrifie plus que la brutalité, ajouta Annie. Dans les profondeurs de l'espace, le capitaine Jack Coleman reçut un signal de reddition d'un croiseur de combat zéphirien. C'était le 5e cette semaine. « Monsieur », rapporta Maria Sanchez, « le capitaine zéphirien souhaite discuter des conditions. Passez-le. » L'écran montrait un zéphirien à l'air fatigué. Sa carapace était terne, ses yeux bougeaient lentement. « Capitaine humain », cliqua-t-il avec lassitude, « je rends mon vaisseau et mon équipage. Nous ne pouvons pas combattre ce que nous ne voyons pas. Nous ne pouvons pas nous défendre contre des armes que nous ne comprenons pas. » Jack hocha la tête. « Votre reddition est acceptée, capitaine. Coupez les armes. Nous vous escorterons jusqu'à l'espace neutre. Votre équipage sera bien traité et rentrera chez lui après le conflit. » Les yeux du Zéphirien s'écarquillèrent. « Toi, tu nous laisseras partir. Tu ne nous feras pas prisonniers. Nous ne voulons pas de prisonniers. Nous voulons la paix. Dis-le à tes dirigeants. » Tandis que le vaisseau zéphirien était escorté, Maria secoua la tête. « Ils ne comprennent toujours pas. Ils pensent que la clémence est une faiblesse. »« Non, » corrigea Jack. « Ils commencent à comprendre que notre clémence est un choix. Que nous pourrions les détruire complètement, mais que nous choisissions de ne pas le faire. C'est ce qui les terrifie. Nous ne sommes pas les monstres qu'ils imaginaient. Nous sommes bien plus dangereux. Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» Jack observait les étoiles à travers l'écran. « Nous sommes une espèce qui a appris à enchaîner ses propres démons. Maintenant, ils comprennent pourquoi ces chaînes étaient nécessaires. À travers la galaxie, le message s'est répandu. Les humains ne conquéraient pas. Ils ne détruisaient pas. Ils démantelaient systématiquement la capacité des espèces agressives à faire la guerre, tout en faisant preuve d'une extraordinaire retenue. C'était la guerre comme art, la guerre comme éducation. La guerre comme terrible responsabilité assumée à contre-cœur, mais exécutée sans faille. La galaxie a appris et appris. Les enfants violents n'étaient qu'un masque. Sous la surface se cachait quelque chose de bien plus terrifiant, une espèce qui comprenait si bien la destruction qu'elle avait appris à l'éviter, jusqu'à ce que quelqu'un rende cela impossible. L'Empire zéphirien, qui avait résisté pendant 10 000 ans, s'est effondré en seulement 6 mois, non pas à cause de batailles massives ou de bombardements planétaires, mais à cause des frappes chirurgicales de l'humanité qui ont rendu l'Empire incapable de fonctionner. L'empereur Zexibile était assis dans sa salle du trône, autrefois remplie des tribus d'une centaine de mondes conquis. À présent, elle semblait vide. Ses conseillers avaient fui. Ses généraux lui faisaient part de défaites inexplicables. Son peuple remettait en question son règne pour la première fois depuis des siècles. Son assistant, Raxtor, entra avec un autre rapport alarmant. Au suprême, les humains ont désactivé l'hypervoie vers les mondes centraux. Nos flottes sont bloquées dans leur secteur. Les cargaisons de nourriture ne peuvent atteindre les systèmes internes. Les antennes de Zexful se sont affaissées. Comment font-ils cela? Nos scientifiques affirment que leur technologie est impossible. Nos espions ne trouvent aucune trace de leur base. Nos médiums ne perçoivent aucune agressivité de leur part. Seulement de la déception.
Ils se battent comme aucun ennemi que nous ayons jamais affronté, admit Raxtor. Lorsque les Sauriens se sont rebellés, nous avons anéanti leur monde. Quand les pirates du néant ont attaqué, nous les avons traqués. Mais les humains, eux, détruisent notre capacité à combattre sans rien détruire de ce que nous pouvons reconstruire. Une demande de communication clignota sur la console de l'empereur. Tout ce que nous pouvons reconstruire. Une demande de communication clignota sur la console de l'empereur. La signature était humaine. Devais-je la rejeter, être suprême? Non. La voix de Zexful semblait fatiguée. Laissez-moi m'adresser à ces... professeurs. L'écran montrait l'amiral John Harper, l'officier humain qui avait observé en silence cette dernière réunion du Conseil. Son visage buriné était calme, ne laissant transparaître ni colère ni satisfaction. « Empereur Zexful, dit simplement Harper, je crois qu'il est temps de parler. Êtes-vous venu exiger notre reddition, humain? Non, je suis venu vous offrir la paix. » Les ailes de Zexful bourdonnaient de confusion. Paix. Après avoir détruit notre flotte, après avoir paralysé notre empire. Harper se pencha légèrement en avant. Nous n'avons rien détruit qui ne puisse être reconstruit. Nous n'avons tué que ceux qui ne nous ont pas laissé le choix. Votre empire n'est pas paralysé. On lui donne une leçon. Il y a une différence. Quelle leçon? Demanda Zexful, sa fierté enfin brisée. Qu'essayez-vous de nous apprendre? La force se présente sous de multiples formes, répondit Harper. Pendant 10 000 ans, vous avez régné par la puissance militaire. Vous avez pris le désir de paix des autres espèces pour de la faiblesse. Vous avez confondu notre retenue avec de l'incapacité. L'amiral a touché quelque chose hors champ. L'écran se divisa, montrant des images de l'histoire humaine aux côtés de récentes batailles. Nous avons appris cette leçon à nos dépens. Nous avons failli nous détruire à plusieurs reprises. Hiver nucléaire, peste biologique, guerres qui ont fait des millions de morts. Nous devions apprendre le contrôle, sinon le monde serait détruit. Zexful vit des vaisseaux fantômes humains apparaître et disparaître. Il vit des frappes de précision qui neutralisaient sans détruire. Il fut témoin de la clémence manifestée envers les ennemis qui se rendaient. « Vous n'êtes pas des faibles prétendant être forts, » dit lentement l'empereur. « Vos titans prétendant être faibles. » Harper sourit presque. « Nous sommes une espèce qui a choisi la paix parce que nous comprenions trop bien la guerre. Vous nous avez forcés à vous montrer pourquoi. Que voulez-vous de nous? » « Du changement, » dit simplement Harper. « Arrêtez de traiter les autres espèces comme des êtres inférieurs. Arrêtez vos vols d'intimidation. Respectez la souveraineté. Commerce équitable. Traitez les autres d'égal à égal. Et si nous refusions? » L'expression de Harper ne changea pas, mais quelque chose dans son regard fit frissonner Zexful. Puis la leçon continue. Vos hypervoies restent minées. Votre armée reste paralysée. Votre empire se transforme lentement ou meurt lentement. À vous de choisir. Zexful regarda autour de lui dans sa salle du trône vide. Son empire était déjà en pleine mutation. Des voix modérées, silencieuses depuis des millénaires, s'exprimaient désormais ouvertement. Les mondes coloniaux déclaraient leur indépendance. L'armée implorait des conditions de paix. « Je dois en discuter avec mon conseil, » dit Zexful. « Vous avez 1 semaine, » répondit Harper. « Choisissez judicieusement. Nous ne voulons pas vous détruire. Nous voulons que vous grandissiez. Mais la croissance exige parfois de douloureuses leçons. » L'écran s'éteignit. À travers la galaxie, d'autres espèces agressives assistèrent à la chute de l'Empire zéphyrien. Les guerriers Skranati, qui s'étaient vantés de pouvoir écraser l'humanité en quelques jours, rappelèrent discrètement leur flotte. Ces êtres mystérieux, touchés par le vide et n'ayant jamais manifesté de peur, envoyèrent des diplomates sur Terre pour la première fois. Au Conseil galactique, l'orateur Tyron s'adressa à l'Assemblée des espèces.
Les humains nous ont montré quelque chose que nous ne voulions pas voir. Ils nous renvoient nos actions. Ils utilisent nos propres méthodes contre nous. Ils nous enseignent par l'exemple. L'ambassadeur Vextar, représentant désormais un gouvernement zéphirien humilié, a pris la parole pour la première fois depuis des semaines. Nous pensions que les humains étaient trop jeunes pour comprendre la politique galactique. Nous avions tort. Ils la comprennent mieux que nous. Ils avaient simplement choisi une voie différente. La galaxie retenait son souffle, attendant la suite. Les élèves étaient devenus les professeurs. Les enfants s'étaient révélés être des adultes se souvenant de leur jeunesse violente. La guerre prit fin aussi brutalement qu'elle avait commencé. Un matin, des flottes fantômes humaines disparurent dans les ténèbres. Les esprits quantiques furent désactivés. Les hypervoies rouvrirent. La galaxie se réveilla et constata que la tempête était passée. L'ambassadrice Nancy Williams entra pour la première fois dans la salle du Conseil galactique. Contrairement au costume de cérémonie de Frank Morrison, elle portait une simple robe grise. Elle était jeune, à peine trentenaire, avec des cheveux noirs courts et de doux yeux bruns. Personne n'aurait deviné qu'elle avait commandé des escadrons de destroyers pendant le conflit. La chambre était différente désormais. Les poutres qui autrefois arboraient une arrogance arrogante restaient assises en silence. Les espèces qui avaient tiraillé l'humanité laissaient désormais ses moindres gestes. La section zéphirienne était remplie de nouveaux visages, des modérés ayant signé des traités de paix complets. Nancy prit place à la table où Frank Morrison avait pris position pour la dernière fois. Elle plaça une petite plante terrestre devant elle, debout. Elle plaça une petite plante terrestre devant elle. Un rameau d'olivier. Le porte-parole Thyron descendit pour s'adresser à elle. Sa silhouette éthérée palpitait de curiosité. « Ambassadeur Williams, nous souhaitons la bienvenue à l'humanité dans ces chambres. Bien que nous nous demandions pourquoi envoyer quelqu'un d'aussi jeune pour représenter votre espèce. » Nancy sourit doucement. « Parce que je représente l'avenir de l'humanité, pas notre passé. Je n'ai pas vécu nos guerres ancestrales. Je suis né dans un monde qui a choisi la paix. Je peux parler d'espoir sans le poids d'une vieille colère. » Vextar, ou plutôt le nouvel ambassadeur zéphirien qui avait pris ce nom, s'exclama nerveusement. Les humains ont fait preuve d'une grande puissance. Vas-tu l'utiliser pour nous gouverner? Nancy secoua la tête. Nous ne voulons gouverner personne. Nous ne l'avons jamais fait. Tout ce que nous voulions, c'était le respect, l'égalité, le droit d'explorer les étoiles sans être traités comme des enfants dangereux. Elle se leva, sa voix portant jusqu'aux 4 coins de la salle. Mon gouvernement m'a chargé de clarifier plusieurs points. Premièrement, les forces militaires humaines retournent à leur position défensive. Nous n'occuperons aucun monde. Nous ne revendiquerons aucun territoire. Des murmures de surprise parcoururent l'assemblée. L'assemblée. Deuxièmement, poursuivit Nancy, nous offrons des accords commerciaux complets à toute espèce qui le souhaite. Notre technologie, nos ressources, notre savoir sont à la disposition de ceux qui traitent avec nous d'égal à égal. L'ambassadeur Kranati grommela une question. Et vos armes? Les vaisseaux fantômes. Les torpilles quantiques. L'expression de Nancy devint sérieuse. Elles retournèrent dans l'ombre. Espérons qu'elles ne réapparaîtront jamais. Mais ne vous y trompez pas, elles demeurent. Non pas comme une menace, mais comme une garantie. Attaquez-nous, et vous affronterez nos guerriers. Commercez loyalement avec nous, et vous ne connaîtrez que nos marchands et nos explorateurs. Elle se rassit et ouvrit un écran holographique. Ce qui m'amène à notre proposition. Une nouvelle charte pour le Conseil galactique. Une charte fondée sur l'égalité et non sur l'âge ou la puissance militaire. Une charte où chaque espèce aurait voix au chapitre. Le document a été présenté au-dessus de la table du Conseil. Garantie de sécurité. Cadres commerciaux,
résolution des conflits. Tout ce que l'humanité avait demandé à l'origine, désormais soutenu par une force éprouvée. Vous avez rédigé ceci avant le conflit, observa Firon. Ce sont les mêmes propositions que nous avons rejetées. Oui, acquiesça Nancy. Nous ne voulions pas la guerre, nous ne la voulons toujours pas. Mais parfois, les élèves n'écoutent qu'après que le professeur leur ait démontré l'importance de la leçon. Le vieil ambassadeur Rex, de l'antique confédération galarienne, prit la parole pour la première fois depuis des décennies. Vous avez mené une guerre pour nous forcer à accepter la paix. Vous rendez-vous compte à quel point cela paraît insensé? Nancy rit. Un rire sincère et chaleureux qui surprit tout le monde. Complètement insensé. Mais parfois, la raison implique d'accepter des solutions insensées. Nous sommes un paradoxe, une espèce guerrière qui déteste la guerre, des tueurs qui choisissent la clémence, des destructeurs qui préfèrent construire. Nous vous demandons d'être vous aussi des paradoxes. Soyez assez forts pour choisir la paix. Le vote fut lancé. Une à une, les espèces qui avaient autrefois rejeté l'humanité comme primitive levèrent leurs appendices, leurs tentacules ou leurs champs d'énergie en signe d'approbation. La nouvelle charte fut adoptée à l'unanimité. À la fin de la séance, Nancy remarqua l'approche de Vextar. La posture du Zéphirien ne trahissait en rien l'arrogance de son prédécesseur. « Ambassadeur », cliqua-t-il prudemment, « je dois vous demander, si nous avions accepté vos propositions initiales, auriez-vous caché votre véritable force ?» Nancy hocha la tête. « Pour toujours, si possible. » Nous n'avons pas construit ces armes pour les utiliser. Nous les avons construites en espérant ne jamais en avoir besoin. C'est ce que vous n'avez jamais compris. La vraie force ne réside pas dans les armes que l'on brandit. Elle réside dans celles que l'on choisit de ne pas utiliser. Le Zéphirien réfléchit à cela. Nous avons beaucoup à apprendre de l'humanité. Et nous de vous, répondit Nancy. Nous avons beaucoup à apprendre de l'humanité. Et nous de vous, répondit Nancy. Voilà ce que signifie l'égalité, enseignants et élèves, changeant de rôle selon les besoins. En quittant la salle, Nancy sentit l'espoir lui monter aux yeux. La galaxie était toujours dangereuse. La confiance prendrait du temps à s'instaurer. Mais pour la première fois depuis 40 ans, l'humanité obtenait ce qu'elle avait toujours désiré. Ni conquête, ni domination. Juste le respect. 20 ans passèrent. La galaxie avait changé d'une manière imprévisible. Là où régnait la peur, la coopération s'est développée. Là où la méfiance s'est intensifiée, la compréhension s'est épanouie. Le docteur Ellen Foster était assis dans son bureau à l'Institut d'histoire galactique de New Geneva, une planète co-colonisée par 12 espèces. Sa mission consistait à documenter comment le bref conflit humain avait remodelé la civilisation galactique. Le professeur Foster, son assistant, un jeune prisme nommé Shine, entra dans la pièce. « Vos sujets d'interview sont arrivés. » Ellen sourit. Aujourd'hui, il allait s'entretenir avec des vétérans de tous bords, témoins vivants du conflit, qui aideraient bien les générations futures à comprendre ce qui s'était passé. Le premier à entrer fut l'ancien commandant suprême Vextar, le Zéphirien originel qui s'était moqué de l'humanité. Son apparence s'était ternie avec l'âge, mais ses yeux brillaient d'une sagesse nouvelle. Commandant le salua Alan. « Merci d'avoir accepté cet entretien. » Son apparence s'était ternie avec l'âge, mais ses yeux brillaient d'une sagesse nouvelle. Commandant. Alan le salua. « Merci d'avoir accepté cette interview. » Vextar s'installa dans un fauteuil spécialement conçu à cet effet. Les jeunes doivent apprendre de leurs erreurs. Mon orgueil a failli détruire mon peuple. Les humains nous ont appris l'humilité. Comment les percevez-vous aujourd'hui? Demanda Éline. Le vieux Zéphirien cliqua pensivement. Nous pensions qu'ils étaient faibles parce qu'ils recherchaient la paix. Nous n'avions pas compris qu'ils recherchaient la paix, car ils connaissaient trop bien la guerre.
C'est l'espèce la plus sage que nous ayons rencontrée. Vint ensuite l'amiral John Harper, désormais à la retraite. Ses cheveux étaient blancs. Son visage était ridé, mais son regard restait perçant. Amiral, quel a été le moment le plus difficile du conflit pour vous? Harper se pencha en arrière, se retenant. Tous les commandants humains savaient que nous pouvions mettre fin à la guerre en quelques jours par nos forces. Mais cela aurait fait de nous des conquérants, pas des enseignants. La retenue était notre meilleure arme. Plus tard, Alan interrogea un guerrier Kranati nommé Grosk, qui avait combattu lors des escarmouches frontalières. Les humains nous ont déstabilisés, gronda Grosk. Ils ont réparé nos vaisseaux endommagés. Ils traitaient entier les prisonniers comme des invités. Ils combattaient avec un honneur que nous n'attendions pas de primitifs. Cela nous a fait honte et nous a conduits à la paix. Au fil de la journée, Alan discutait avec des commerçants, des diplomates et des scientifiques. Chacun racontait la même histoire sous des angles différents. L'humanité avait brisé les attentes non par la brutalité, mais par une force maîtrisée et une miséricorde inattendue. Ce soir-là, Alan visita une école locale où les classes mixtes étaient désormais monnaie courante. Il observa des enfants humains jouer avec des jeunes zéphiriens, leur rire étant indiscernable. L'enseignante, Sandra Murphy, avait quitté la Terre pour contribuer à la mise en place d'une éducation intégrée. Elle réunit ses élèves pour une lecture du conte. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles nous choisissons la gentillesse, commença-t-elle. Il y a bien longtemps, les humains ont appris qu'être fort ne signifie pas être méchant. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi? Un petit enfant éthéré palpitait, parce que la vraie force, c'est aider les autres. C'est vrai, sourit Sandra. Autrefois, les humains se faisaient terriblement mal. Nous avons appris que gagner des combats n'est pas aussi important que se faire des amis. Quand la galaxie nous a poussés, nous avons dû montrer notre force, mais nous l'avons fait avec prudence. Un jeune zéphirien eut un déclic. Mon grand-père disait que les humains effrayaient tout le monde en étant gentils pendant la guerre. Sandra hocha la tête. Parfois, être gentil quand les autres s'attendent à de la méchanceté est la chose la plus puissante qu'on puisse faire. Après le cours, Alan demanda à Sandra comment enseigner cette histoire difficile. « On ne glorifie pas le conflit », expliqua-t-elle. « Nous l'enseignons comme un récit édifiant. Comment la peur et l'incompréhension ont failli mener au désastre. Comment la force sans sagesse est dangereuse. Comment la miséricorde peut être plus puissante que les armes. » Cette nuit-là, Alan observait les étoiles depuis son balcon. Les vaisseaux humains circulaient désormais librement entre les systèmes. Les flottes fantômes restaient cachées mais prêtes. La galaxie était en paix, mais cette paix était fondée sur le respect et non sur la peur. Dans les musées terrestres, les armes du conflit étaient exposées à côté d'images de la communauté galactique florissante. Des torpilles quantiques côtoyaient des accords commerciaux. Des plans de vaisseaux fantômes étaient accrochés près d'images de colonies d'espèces mixtes. Les plaques portaient toutes le même message. Nous les conservons pour nous souvenir de ce dont nous sommes capables, afin de pouvoir choisir de nous améliorer. Hélène a conclu ses notes du jour par une citation de l'ambassadrice Nancy Williams. La galaxie a découvert le plus grand secret de l'humanité. Nous ne sommes pas naturellement pacifiques. Nous choisissons la paix chaque jour, malgré notre nature. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est là la force suprême. Dehors, des vaisseaux venus d'une centaine de mondes traversaient pacifiquement l'espace humain. Le commerce prospérait. Le savoir était partagé. Les étoiles étaient explorées ensemble. Les enfants violents étaient devenus de sages professeurs. Les primitifs rejetés étaient devenus des égaux respectés. La galaxie avait appris sa leçon la plus importante. Ne jamais confondre douceur et faiblesse, surtout de la part de ceux qui maîtrisent la guerre comme la paix. L'humanité avait enfin trouvé sa place parmi les étoiles, non par la conquête, mais par la plus dure de toutes les victoires,
gagnant le respect en révélant aux autres ce qu'elle était vraiment. Une espèce qui avait choisi la lumière malgré la connaissance des ténèbres.